utilise assez souvent, c'est l'argument de l'ablation. Parce que l'ablation a permis historiquement de mettre en évidence des fonctions biologiques, mais évidemment c'est une approche qui est extrêmement grossière et qui peut donc être critiquée. Donc il prend l'exemple de la mise en évidence du diabète, c'est-à-dire du fait que la concentration en sucre dans le sang ne soit plus contrôlée. La concentration en sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie, qui est contrôlée à 1 g de glucose par litre de sang. Et donc, c'est un organisme normal, c'est un contrôle qui est très strict. La découverte du rôle du pancréas dans cette fonction serait l'objet d'un hasard. Donc, la façon dont l'histoire est racontée, c'est que au démarrage, c'était von Mering, qui était donc à l'Institut de chimie biologique de Strasbourg, qui aurait rencontré par hasard Minkowski à la bibliothèque et qui lui aurait confié sa perplexité par rapport à son travail du moment, qui était d'étudier comment ce que sécrète le pancréas permet de digérer les graisses. Parce que l'essentiel du pancréas a un rôle de production d'enzymes, donc certaines enzymes qui digèrent les protéines, ça c'est pour les BCPST, et aussi des lipases, c'est-à-dire des enzymes qui digèrent les graisses. Et donc il avait tenté l'expérience classique que vous connaissez maintenant, qui est de ligature, donc en serrant très fortement les canaux qui relient le pancréas à l'intestin. Mais ça ne marchait pas bien parce que le suc pancréatique passait quand même dans la lumière intestinale et donc les graisses étaient toujours digérées. Et donc Minkowski aurait proposé une pancréatectomie. Quand c'est en ectomie, ça veut dire qu'on coupe, on supprime, on fait une ablation du pancréas. Et il l'a fait parce qu'à l'époque, il n'avait pas lu ce qu'avait écrit Claude Bernard, qui disait que c'était fatal. En fait, oui, c'est fatal. Si les animaux sont ensuite nourris avec du sucre, ils vont mourir assez rapidement des conséquences du diabète. Et puis, si on leur propose que des protéines complexes, ils n'arriveront pas à digérer les protéines. Mais ce n'est pas nécessairement toujours fatal. En fait, ça va dépendre énormément de l'alimentation que l'on donne aux animaux après cette pancréatectomie. Et donc, comme souvent en science, c'est quelqu'un qui ne sait pas que c'est impossible, qui tente l'expérience, qui en fait fonctionne dans d'autres conditions légèrement modifiées. Et donc, ils font cette pancréatectomie et ils découvrent tout à fait autre chose que la digestion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est à partir du mot anglais serendipity. C'est le fait de faire une expérience pour essayer de prouver quelque chose dans un domaine donné. Et puis, cette expérience ne marche pas pour ce qu'on voulait prouver, mais d'avoir la liberté d'esprit de s'apercevoir qu'en fait, cette expérience montre complètement autre chose. Le cas le plus célèbre de sérendipité, c'est la découverte des antibiotiques. On dit que Fleming serait parti en vacances en n'étant pas très propre et en abandonnant ses cultures de bactéries sur la paillasse au lieu de s'en débarrasser comme tout chercheur propre. Et qu'en revenant de vacances, il avait découvert que malheureusement, ses expériences n'étaient vraiment pas bonnes parce qu'il y avait une contamination avec du champignon. Et donc, ce n'était pas un bon expérimentateur parce que quand on travaille en milieu stérile, on ne doit pas avoir de champignons qui arrivent dans les cultures de bactéries. Donc, qu'aurait fait n'importe qui, les jeter à la poubelle en se disant je ferai mieux la prochaine fois et je nettoierai mes affaires avant de partir en vacances. Mais il a observé et il a vu qu'il y avait une frontière autour des champignons où il n'y avait pas de bactéries. Et à partir de là, il a proposé que les champignons proposent une molécule qui empêche la vie des bactéries, un antibiotique. Et donc c'est cette liberté-là de réinterpréter une expérience ratée qui permet de découvrir quelque chose qu'on appelle la sérendipité. Et donc c'est ça qui s'est passé avec von Mering et Minkowski. Ils ont travaillé sur la digestion des graisses, mais ils ont eu l'intelligence de voir si d'autres choses à part la digestion étaient modifiées. Et ils ont noté que parmi les choses qu'il y avait, les urines sont sucrées. Alors vous dites, mais comment ils ont pu savoir ça? Eh bien, c'est que c'était un diagnostic assez classique de goûter les urines jusqu'à une époque relativement récente. Aujourd'hui, on prend des bandelettes de glucose, mais à l'époque, on goûtait les urines et on voyait tout de suite si elles étaient sucrées. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le diabète sucré. Et donc chez ce chien,
les urines qui normalement ne sont pas sucrées contiennent du glucose parce qu'il y a des moments où la concentration de glucose dans le sang n'est pas contrôlée, fait des pics très élevés, et lors de ces pics très élevés, le glucose passe dans les urines et donne des urines sucrées. Évidemment, comme attendu, hein, il avait aussi des problèmes digestifs, ça on s'en serait douté. Donc l'expérience suivante a consisté à toujours faire une ablation, mais à essayer de pallier l'absence de l'organe par les molécules que contiennent cet organe. Donc pour faire ça, on broie l'organe en question et on le réinjecte dans la circulation sanguine. Et effectivement, on obtient une réduction du diabète, en particulier une réduction de la quantité de sucre dans les urines. Donc l'étape suivante, c'est de s'apercevoir que le pancréas n'est pas du tout homogène. Le pancréas contient des zones ici beaucoup plus claires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des îlots de Langerhans. Et puis, il contient dans son immense majorité des structures plus foncées qu'on appelle des acinies. Donc les acinies, c'est ce qui produit les enzymes digestives, et l'îlot de Langerhans ne produit pas les enzymes digestives. Et donc en injectant les broyats, on a pu se rendre compte qu'il y avait deux fonctions complètement séparées dans le pancréas, qu'on améliorait le diabète seulement quand il y avait des îlots de Langerhans dans le broyat. Par contre, bien sûr, on n'a pas amélioré la digestion, puisqu'on injecte ça dans le sang et non pas dans le tube digestif. Donc la digestion pose toujours problème. L'histoire ne dit pas combien de temps vit cet animal, mais je suppose que s'il a survécu, c'est qu'on lui a donné du coup une nourriture où il n'y avait pas beaucoup de lipides et les protéines étaient déjà en partie digérées.